Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est le seul rôle que j'ai ce soir, de vous souhaiter la bienvenue, de faire quelques remerciements et d'autres se chargeront de la suite de la soirée. Merci donc d'être venus, certains d'entre vous étant des proches de Guy, d'autres qui ont vécu de nombreux engagements avec lui. Il y a peut-être même des gens, peut-être de la famille ou des gens en tout cas qui ont eu la chance de connaître Guy à différents moments de sa vie et probablement des gens aussi dans la salle qui sont soucieux que l'héritage de la réflexion, de l'engagement, des positions interpellantes de cette grande figure qui était Guy Paiement puisse se poursuivre dans la suite de nos engagements. Alors c'est un peu le défi que nous relevons ce soir. Je tiens d'abord à souligner que ça allait de soi pour nous que cette soirée à Montréal se tienne ici au Centre Saint-Pierre. Je remercie Lise de nous avoir accueillis, mais beaucoup d'entre vous savaient à quel point ce lieu était très important pour Guy, le nombre d'années très nombreuses qu'il a passées à s'engager au nom du Centre Saint-Pierre avec le Centre Saint-Pierre. Et c'était aussi le milieu le plus proche de là où il a habité longtemps avec la communauté de base. C'était quand même son environnement. Donc, ça faisait beaucoup de sens d'être ici. Alors, merci au Centre Saint-Pierre d'avoir rendu possible notre présence ici ce soir. Je veux aussi remercier, les représentants ne sont pas là pour arriver, mais d'abord la Fondation Beati qui a rendu possible la réalisation en partie de ce livre-là, en nous donnant un petit coup de pouce financier, de même que la Compagnie de Jésus, les Jésuites qui ont contribué. Mais je veux surtout remercier la maison d'édition Novalis. Alors Jonathan Guilbeault, qui est avec nous ce soir, a piloté la réalisation avec moi de ce projet. Et je pense qu'il faut souligner le souci de Novalis de rendre disponible la mémoire de ce catholicisme social, de ces penseurs intellectuels qui n'ont pas écrit, qui ont écrit beaucoup, mais qui n'ont pas fait beaucoup de livres, mais dont les écrits ont été dispersés dans toutes sortes de médiums différents et de nous permettre de les réunir, de les refaire connaître. Et je remercierai aussi Yvon Maîtra qui est avec nous ce soir, qui n'est plus à Novalis maintenant, mais qui a été un peu l'initiateur de ce projet avec nous par le livre qu'on a fait sur Julien Hervé, qui était tout à fait différent parce que les deux hommes sont différents, mais qui était dans ce souci de ne pas perdre l'héritage de leur pensée. Je donne la parole à Nelson Tardy, ceux qui ont le livre entre les mains. Vous aurez la chance, ceux qui ne l'ont pas, de vous le procurer à la pause. Vous avez bien vu que la collaboration a été faite avec Nelson. Alors, au lieu de m'entendre, moi, vous pourrez me lire sur Guy Paiement dans un petit texte à l'intérieur. Mais je voudrais donner la chance à Nelson, qui a été celui qui m'a aidé beaucoup à choisir les textes, à les présenter, à donner la cohérence au livre, de vous dire ce qu'il a appris de Guy en faisant ce travail. Merci Elisabeth. Bonsoir. Donc, en début de la semaine, j'ai parlé avec Elisabeth et elle m'a suggéré trois questions autour desquelles je me suis laissé inspirer. Je me suis assis chez moi. J'ai laissé monter ce qui montait et c'est ce que je vais vous partager. Autour de l'exercice de sélection des textes, Guy Paiement, comme Elisabeth nous le disait tout à l'heure, a peu écrit de livres, mais il a écrit beaucoup cependant. Et dans différents médias, journaux, revues, etc. Et une de mes tâches a été de lire ce que Guy Paiement a produit. Donc, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. J'ai passé des heures et des heures de lecture pour pouvoir faire la sélection des textes autour de deux grands axes qui traversent le livre. D'ailleurs, le livre est séparé en deux parties principales. Donc, une autour des questions ecclésiologiques, théologiques et de spiritualité, et l'autre autour des questions sociales. Évidemment, la réalité n'était pas plutôt comme ça. Hein. Pour Guy Paiement, ce sont des réalités transversales, mais il y a toujours des pointes à l'intérieur de textes, et c'est ce qu'on a voulu faire ressortir. Il y a 4 critères qu'on a
il y a plus que 4 critères. Il y a 4 critères importants que j'ai voulu vous partager, qu'on a retenus pour la sélection des textes. Un premier, c'était la longueur des textes. Soit des textes trop courts ou trop longs, et d'emblée avaient peu de chances de se retrouver dans ce volume-là. Mais ils n'étaient pas exclus. Tout dépendait de la pertinence du texte. D'autres textes qui ont été... Un autre critère qui a été retenu, c'est des textes marquants. Par exemple, je pense que c'était à la page 191 du livre, vous avez un texte qui a été écrit conjointement avec Gisèle Turcot sur un dossier important qui a fait époque et qui était paru dans la revue Relations sur le Québec cassé en deux. Donc, on a retenu des choses de ce dossier-là. Un autre critère important, c'était la pertinence des textes pour aujourd'hui. Et enfin, on voulait une diversité de thématiques aussi. Pas que des textes, par exemple, sur la fin, bien qu'il s'agisse d'une thématique éminemment importante et qui était particulièrement... qui habitait beaucoup Guy Paiement. Qu'est-ce que moi je retiens de ce travail-là? Parce qu'il faut dire que de son vivant, j'ai peu connu et côtoyé Guy Paiement. Donc, je l'ai surtout découvert à travers ce travail que j'ai fait pour la production de ce livre. Encore là, il y a 4 choses qui me sont montées. Une première, il n'y a pas d'ordre particulier, là. La cohérence de sa pensée et la transversalité de sa pensée. Par exemple, lorsque vous lisez un texte autour d'une thématique particulière, on sent sous-jacent les autres thématiques par lesquelles qui le préoccupaient, qui traversent le texte, mais qui sont là en filigrane. Et il en est ainsi dans chacun de ces écrits. Mais on voit que par là, il y avait une belle cohérence dans sa pensée. Un parti pris inconditionnel en faveur des plus vulnérables de la société, particulièrement les personnes appauvries, mais pas uniquement les personnes appauvries. Et évidemment, sa recherche de justice sociale. Moi, une chose qui m'a beaucoup interpellé dans ces textes, c'est qu'un Guy propose des voies de sortie et de libération des systèmes qui enferment et étouffent les gens et qui asphyxient la société. Je pense à des systèmes d'idées qui nous conditionnent à penser de telle façon, par exemple. Des systèmes politiques, des systèmes économiques et même religieux. Je pense à un texte sur l'Apocalypse, entre autres, qu'il a écrit, je ne me souviens pas dans quelle revue il avait été publié. Enfin, chose fondamentale, Guy Paiement propose toujours des voies d'espérance. C'est présent dans tous ses textes. Dernier point que Elisabeth m'a proposé, selon moi, quel est l'apport de ce livre pour aujourd'hui? Bien, tout ce que je viens de mentionner, évidemment, pour moi, c'est un apport appréciable de ce livre. Le livre permet de proposer une pensée originale qui ne se laisse pas enfermer dans les systèmes, dans le politiquement correct. Et qui, pour moi, cette pensée-là, à bien des égards, a encore toute sa pertinence pour aujourd'hui. Par ailleurs, le livre nous interpelle, je pense, encore aujourd'hui, parce que, bien des problématiques qui préoccupaient Guy Paiement, on est encore aux prises avec ces problématiques-là aujourd'hui. Hein? Et ce n'est pas demain la veille que ça ne sera pas le cas. Donc, moi, je considère que ça m'interpelle, et je crois que ça nous interpelle, chacun de notre façon, selon notre personnalité, nos charismes particuliers, à continuer le travail qu'il avait amorcé, chacun à notre façon, chacun selon notre personnalité et là où nous avons les pieds. Là-dessus, je vous souhaite une belle et agréable soirée. Et je n'en dirai pas plus. Je vais laisser la parole aux panélistes tout à l'heure. Je vais vous présenter les panélistes au fur et à mesure de leur intervention, parce que c'est plus facile comme ça. Et vous allez voir que nous allons écouter autant de témoignages de personnes qui ont travaillé sur le terrain avec Guy, comme de personnes qui ont réfléchi plutôt à niveau pastoral ou théologique sur le travail de Guy. Non? Et je pense que ça va faire une bonne palette de réflexion pour, après une courte pause, pour que vous allez tous acheter le livre, bien sûr.
on pourra enrichir ces interventions avec vos propres témoignages, non? Toujours en gardant, comme a dit Elisabeth, l'idée que ce qui nous intéresse, ce n'est pas faire un exercice de mémoire du passé, mais d'actualiser cette mémoire au présent. C'est ça la valeur du travail de quelqu'un qui n'est plus parmi nous, mais qui nous a laissé un héritage, c'est à nous à les faire fructifier et qu'ils renaissent avec de nouvelles formes, bien sûr. Il ne s'agit pas de répéter le passé, mais de s'en inspirer et être nourri. Alors la première personne qui va intervenir ce soir, c'est Yvonne Bergeron, qui, vous la connaissez sans doute, la plupart des gens que vous êtes ici, est théologien et président des Journées sociales du Québec. Il est engagé dans différents postes sociaux qui seraient trop longs peut-être à faire le détail maintenant, et va nous apporter une réflexion de quelle était la notion de citoyenneté qui était chère à Guy Peyman, qui faisait partie de sa vision de son engagement social, et en mettant en valeur le lien de celle-ci excusez-moi, avec la foi chrétienne. Alors, pour les prochaines 15 minutes, Yvonne, vous avez les temps. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce... C'est bon. Oui, c'est bien. Placez autrement. Le pire, c'est 15 minutes. C'est ça qui est pire. Je vais faire tout mon possible. Mais de toute façon, lui, il va m'arrêter. Il y a chez Guy des questions, des préoccupations que j'appellerais, on dirait qu'on s'est entendu, mon ami de tout à l'heure, là. Nelson, on dirait qu'on s'est entendu pour utiliser le même mot. Il y a des questions chez Guy et des préoccupations que j'appellerais transversales et qui laissent percevoir la cohérence entre sa pensée, ses écrits, sa pratique. La citoyenneté est une de ces réalités-là. Il a tellement cherché à redonner aux Québécoises et aux Québécois marginalisés la plénitude de leur citoyenneté. L'avenir de la citoyenneté demeurait une inquiétude. Au tournant de l'an 2000, il l'exprimait ainsi. Cette disparition du citoyen et de la citoyenne me paraît aujourd'hui l'appauvrissement le plus lourd de notre vie collective. Croyez-vous que la situation actuelle le rassurerait? Guy souhaitait d'abord une citoyenneté enracinée et ouverte. Nous connaissons l'importance qu'il accordait aux régions du Québec, à leur population, à leur territoire. Pour lui, c'est à partir de ce Québec pluriel que la citoyenneté peut s'ouvrir à la diversité y trouver enrichissement et bien-être. Il visait aussi une citoyenneté à large portée, car si elle se construit sur le droit de cité des individus, elle est surtout concernée par des collectivités évoluant dans un univers traversé d'innombrables variables sur tous les différents plans de nos existences. Il ne visait rien de moins qu'une citoyenneté libératrice. Partir du réel, le nommer, l'analyser, dans la perspective d'une transformation globale. C'est une autre réalité transversale chez lui, la transformation globale. Mais comment ce défi majeur peut-il être relevé dans la conjoncture actuelle, toujours marquée par la globalisation néolibérale? Pour amorcer une réponse, je dis bien pour amorcer, je réfère ici à certains éléments considérés indispensables pour Guy et que moi aussi, que je considère encore incontournable maintenant. Premier élément, le refus du système, rupture et déconnexion. Chez le jésuite, la réflexion n'est jamais bien loin de l'action. S'appuyant sur l'exercice concret de la citoyenneté, Guy discerne des logiques à l'œuvre. La logique du marché, celle de l'économie virtuelle, de la déqualification sociale et celle du fractionnement.
Logiques qui deviennent autant d'obstacles à l'existence et à l'agir citoyen. Bafouant les pratiques démocratiques, la domination du marché fait, pour ainsi dire, disparaître les citoyennes et les citoyens, qui sont finalement réduits au statut de consommateurs, administrés, clients ou bénéficiaires. L'économie, avec son pouvoir, leur échappe. Sans lien social et n'ayant de visée ultime que lui-même, le système est orienté vers la poursuite d'un rendement maximal, profitant surtout à l'enrichissement éhonté d'une minorité. Touché à mains égards, le politique est au service de l'économique, la pensée et les valeurs au service du profit, la personne et les institutions au service du système lui-même. Or, retrouver aujourd'hui sa pleine citoyenneté, c'est encore dire non. Nous débarrasser des convictions et des fausses assurances que le capitalisme a incrustées en chacun de nous, nous déconnecter des normes et des habitudes transmises par le système, rompre avec ces illusions et commencer à vivre à partir d'autres paramètres socio-économiques, politiques, etc. Cela veut dire refuser la paralysie d'une déqualification en regard de l'économie, de notre force de travail et de création. Cela veut dire aussi nous donner des lois équitables, une fiscalité juste et des modes de participation démocratique. Bref, le non dont il est question, Paiement parlait d'un non tonitruant, comporte la tâche de redécouvrir notre identité citoyenne par une actualisation de compétences, de savoir, de pouvoir et d'une responsabilité au service d'un bien commun à réinventer. Deuxième élément, la réappropriation du social. En évoquant la logique de fractionnement, Guy déplore une approche de la réalité qui consiste à découper celle-ci en morceaux. Il parlait de saucisson, vous vous souvenez, hein? De son point de vue, si cette façon de penser et d'agir a permis d'accomplir de grands progrès techniques, elle a également entraîné des inconvénients dont nous mesurons encore l'étendue. Par exemple, qu'est devenue l'approche globale des personnes? Comment la citoyenne et le citoyen peuvent-ils s'y retrouver? Le système n'a-t-il pas fait d'eux des décrocheurs sociaux? L'important n'est-il pas simplement qu'ils apprennent à s'adapter au jeu de la concurrence et à fonctionner, un autre mot transversal, et à fonctionner dans cet immense carrousel social? Selon l'idéologie capitaliste, la consommation de biens et l'accumulation de profits constituent la façon achevée de réaliser notre liberté. Nul besoin des autres, qui de toute façon ne sont finalement que des compétiteurs. Mais, comme son regard critique ne va jamais sans indiquer des voies d'espérance, Guy montre que malgré tout, de nombreux citoyens et citoyennes se redonnent des marges de manœuvre, comprennent les enjeux sociopolitiques et font des choix éclairés. Ils redeviennent des acteurs, des sujets créateurs, capables de s'inscrire dans une dynamique sociale différente et d'autant plus humanisante qu'elle accorde priorité à l'expérience des gens exclus. On se souvient quand il parlait de la conspiration de la bonne nouvelle. Dans cette conspiration-là, il y avait une invitation qui était toujours de retrouver les exclus pour chercher avec eux des solutions. C'était toujours ça. Et finalement, ça nous amenait à une conversion, puis on se rendait bien compte que pour lui, retrouver les exclus, c'était transformer une éthique de responsabilité en une éthique d'alliance. Ce qui fait toute une différence. Donc, où j'étais? En réactivant la vérité du lien social, ils tissent les hommes et les femmes actifs et sujets de leur histoire.
tissent des solidarités et mettent en mouvement une imagination renouvelée qui engendre une politique différente, respectueuse de la pensée et de l'action citoyenne. Mais il importe aussi de nous rappeler que pour arriver à cette communautarisation citoyenne, la route sera longue et exigeante. Mettre de l'avant la mutualité, la conviction que nous sommes vulnérables et connectés à l'humanité, c'est entreprendre le chemin que toutes les grandes traditions spirituelles ont suivi. Guy en était un grand praticien. Là était son inspiration. Cette foi dans les humains, cette foi dans la possibilité du changement, cette foi dans la présence du vivant, nourrissait quotidiennement son espérance. Il serait profondément en accord avec les grandes orientations éthiques de cette spiritualité du politique, une éthique de simplicité volontaire, une éthique d'universalisation d'un revenu minimum, je l'ai souvent entendu parler de cela, une éthique de participation citoyenne pleine et active, et une éthique écologique d'ouverture au plus grand que nous. Je pense qu'il irait embrasser le pape François. Il danserait pour lui, en tout cas, certain. La mise en acte de ces références éthiques pourra nous conduire vers une économie de marchés sociaux, en contrepoids à la déchirure des solidarités largement provoquée par la loi de la concurrence. Ces repères contribueront à faire naître de nouvelles alliances dans le refus, ici encore, de la loi du plus fort. Ainsi, la contribution individuelle et collective, indispensable au statut de citoyenneté, se réalisera progressivement, lentement certes, mais ça se fera si nous sommes ensemble et si nous durons dans l'engagement. Troisième élément, je sais que le temps passe. D'abord et avant tout, la nécessaire communauté. L'espérance ne se vit jamais tout seul, disait Guy Paiement. En mains endroits, il parle d'une citoyenneté qui pose préalablement une communauté. Non seulement il en a parlé, mais il en a vécu. La communauté que j'évoque ici s'apparente au modèle qu'il a mis de l'avant, un lieu de simplicité volontaire, un partage équitable des revenus, de démocratisation des modes d'organisation, mais surtout un lieu d'harmonisation favorisant le passage d'une libération spirituelle personnelle à une libération spirituelle collective. Cette spiritualité peut être laïque ou religieuse. L'important, c'est la portée anthropologique, la vision humanitaire et la recherche de sens autour desquels elle se construit. Lorsque cette communautarisation de la solidarité se fait forte, authentique, durable, recréant le lien humain jusque dans ses dimensions collectives, les chercheurs parlent, par exemple, de communauté existentielle critique. Je pense que lui aussi aurait été à l'aise avec cette expression-là. Au Québec, on peut penser aux associations d'économie sociale, à certaines coopératives d'habitation, aux marchés régionaux, aux communautés de base, et j'en passe. Ces regroupements sont essentiels pour inscrire dans de nouvelles mœurs des pratiques individuelles de citoyenneté qui, sans le support du groupe, auraient beaucoup de difficultés à atteindre la collectivité. La combinaison d'un changement politique et d'un changement personnel au niveau des convictions et du cheminement spirituel n'est-elle pas la voie privilégiée finalement pour donner des mains solides à nos utopies sociales? Je passe au dernier élément. J'en ai passé un petit peu là. C'est pas grave. Pour retrouver le souffle d'un nouveau vivre ensemble, sortir du capitalisme. Guy Paiement n'a probablement jamais affirmé les choses aussi radicalement. Mais il ne fait aucun doute que sa vie, ses engagements, ses discours, ses écrits se situent en rupture avec ce système.
À l'opposé de celui-ci, il mettait l'accent sur le collectif, privilégiant un ensemble de relations entre des personnes, des groupes, des situations, des droits, des réseaux, des valeurs. La mise en rapport puis en réseau, c'était son pain quotidien. Je pense qu'on peut dire ça. À l'opposé du système, il mettait l'accent donc sur le collectif, je viens de le dire. Pour lui, le changement ne se fait pas au mépris de la complexité sociale et humaine. Il exige une transformation qui ne peut se contenter de démaquillage ou de réformes superficielles. Les causes profondes, les idéologies aliénantes, les structures déshumanisantes doivent être déconstruites si on veut bâtir autrement. Le dépassement sociétal, qu'appelle Guy, ne pourra pas être seulement économique et politique. Il devra aussi être anthropologique et spirituel. Il disait « Je pense que cette attention au souffle, vous savez son fameux souffle, hein, s'il en a parlé, je pense que cette attention au souffle va devenir une nécessité aussi vitale que celle d'avoir quelque chose dans le réfrigérateur. » Pour ce faiseur de sens, l'humain et le spirituel sont indissociables, tout comme l'est la citoyenneté sociopolitique et la citoyenneté ecclésiale. Ils sont interreliés. Elles travaillent, au fond, pour un même objectif qu'il appelle, dans sa spiritualité, le royaume, la libération pleine et entière. Aussi, tout en militant en faveur des augmentations de salaire, d'une fiscalité plus juste, d'une plus grande flexibilité du travail et de bien d'autres choses, il faudra prendre à bras-le-corps les façons de penser, les attitudes, les comportements et les rapports sociaux. Il faudra prendre à bras-le-corps les modes d'être et de vivre des individus et des collectivités. Sans cette radicalité dans la recherche d'un nouveau souffle, nous n'arriverons pas à revoir les grandes orientations économiques sous un angle essentiellement humanitaire. En conclusion, c'est pas pire, hein? Gardez ouvert l'avenir du possible. Parler d'égalité des chances nous entraîne jusqu'à l'égalité dans l'accessibilité aux propositions de sens. Celles-ci nous font parvenir à la liberté intérieure et à la quête de transcendance auquel chaque être humain a droit pour mieux se situer. Il nous faut donc retrouver l'utopie d'une pensée sociale non capitaliste, celle qui, en traçant une trajectoire d'humanisation, engendre la solidarité et rend possible la logique d'interdépendance, tout à fait contraire de la logique d'exclusion. Cet horizon de sens nous rendra capables de mieux vivre l'expérience, parfois difficile, de tenter de sortir du libéralisme sauvage. Si cette aventure ne comporte pas une dimension spirituelle, il sera pratiquement impossible de l'inscrire dans la durée. Par ailleurs, la réalisation d'une telle utopie s'avère une responsabilité conjointe relevant à la fois des citoyennes et des citoyens et aussi des institutions politiques. Elle peut, par exemple, dans un milieu donné, devenir un projet politique commun, même si les conditions économiques s'y opposent. Cela suppose un dialogue continuel entre les instances décisionnelles et la population afin d'arriver à défaire pour refaire autrement. D'où l'importance, et je vais terminer pratiquement par là, l'importance du rêve de Guy pour garder l'avenir ouvert. Il dit « Mon troisième rêve, c'est d'entrevoir des sourciers, des chercheurs de trésors, des renifleurs de sources, des jeunes et des moins jeunes, qui se surprennent à discerner les signes ou le signe du souffle un peu partout, dans leur milieu et même dans notre Église. » Là aussi, c'est arrivé. Hein? Car, comme nous le rappelle Joseph Moin, il faudra bien un jour en venir à réfléchir notre citoyenneté chrétienne et nos droits politiques en Église.
afin que l'espace social, ecclésial, retrouve le vrai sens de la communauté et puisse s'allier à ces communautés existentielles critiques dans cette longue bataille contre une société qui, tel un immense carrousel, tourne sans fin et sans but. Merci Yvonne. En vous écoutant, je pense qu'on peut dire que la table est mise. Alors, vous avez fait un parcours à partir de la notion de citoyenneté de ou presque tous les points importants de la pensée de l'action de Guy Peyman. Et c'est sur cette lancée de son action qu'on va entendre maintenant Jean-Paul Faniel, qui est directeur général de la table de concertation sur la femme et le développement social du Montréal métropolitain depuis 1993, je pense. Alors, il fait déjà 25 ans, 22 ans, excusez-moi. Et je pense que depuis qu'il a commencé, au moins qu'il a commencé à travailler à la table, la présence et l'accompagnement de Guy Peyman a été assez fondamental pour lui. Et on aimerait l'entendre sur cette inspiration que Guy lui a représentée et comment elle continue encore à être agissante à la table actuellement. Bonjour, bonsoir plutôt. Ça va comme ça? Écoutez, on vient de l'évoquer, 15 ans avec un camarade de parcours que j'ai côtoyé au quotidien, vraiment au quotidien, chaque jour. Et c'est un peu de ce parcours-là que je vais m'inspirer pour vous parler du travail qui a été fait par lui. Le départ de Guy Peyman, il y a 5 ans déjà, a fait prendre conscience à beaucoup d'entre nous que nous venions de perdre un visionnaire de grande envergure et un défricheur social, comme il s'en fait peu. Animateur social au sens profond du terme, Guy a consacré sa vie à lutter aux côtés des plus pauvres d'entre nous et à mettre sa grande créativité au service de ses idéaux de justice sociale. Parmi les réseaux de solidarité qu'il n'a eu de cesse d'initier à travers le Québec, il en fut un fondamental pour lui. La table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain. Car elle s'attaquait, cette table, à une véritable plaie ouverte de notre société, la faim. La faim de centaines de milliers de personnes dans une société riche comme la nôtre. Un scandale. Fondée à la fin des années 80, cette concertation d'organismes de première ligne, couvrant presque tous les quartiers de Montréal, s'est donnée pour mission, sous son impulsion, de donner des outils de libération à la souffrance humaine. Homme de vision, Guy a alors su saisir que le futur possible émergeait des initiatives terrain. Homme d'action, il n'a eu de cesse depuis de puiser au quotidien des personnes appauvries pour proposer diverses avenues nous permettant de les soutenir dans la reprise de pouvoir sur leur alimentation et sur leur vie. C'est ainsi que la table, sous sa gouverne, favorise dès le départ, en 1989, le développement métropolitain des premières cuisines collectives initiées dans Hochelaga-Maisonneuve. Il s'inspire du terrain. Puis, les mesures alimentaires en milieu scolaire en 1991, inspirées, elles, d'une initiative de parents de Pointe-Saint-Charles, qui s'étaient mis ensemble pour, durant l'heure du dîner, nourrir leur enfant. Ils se sont dit pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour le faire. En 1993, ce sont les magasins Partage, provenant de la paroisse de Saint-Jean-Vianney, je crois, qui reçoivent notre soutien organisationnel et promotionnel. Encore là, une initiative terrain. S'investissant à fond au groupe Ressources du plateau Mont-Royal, il s'en inspire pour amener la table à soutenir, en 1998, le développement des groupes d'achat coopératifs qui ont essaimé à travers tout le Québec depuis. En 2001,
2000-2001, l'apprentissage culinaire en milieu scolaire est un autre chantier issu de Pointe-Saint-Charles qu'il contribue activement à développer dans 10 écoles primaires de Montréal. C'est pas rien. Ça continue encore. Ça s'appelle les ateliers 5 épices. Grand penseur du développement social, qu'il comprenait comme le soutien au développement et j'oserais dire à l'épanouissement des personnes et de leur milieu, Guy a compris que toutes ces initiatives de coopération amenaient simplement les gens à faire plus, ensemble, avec le peu d'argent dont ils disposaient. Mais qu'en définitive, il faut faire plus pour prendre ce problème de société à bras-le-corps. Aussi, en 2002, il amorce un grand chantier de réflexion collective avec tous les 60 groupes membres de la table pour élaborer ensemble une politique de sécurité alimentaire que nous soumettons alors au gouvernement. Cette dynamique se poursuit en 2005 autour de la construction avec d'autres grands réseaux concernés d'une politique nationale de l'alimentation également déposée en commission parlementaire. C'est dire toute l'ampleur du travail de Guy dans ce chantier de la lutte contre la faim et pour la dignité humaine. J'aime à penser que Guy serait fier de la suite des choses sur ce front après son départ. En effet, sur cette trajectoire dont il nous a montré le chemin, notre table a attiré de plus en plus en son sein d'autres grands réseaux de sécurité alimentaire d'aussi loin que la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le lac Saint-Jean ou l'Outaouais, j'en passe. Au point où, en 2010, nous avons créé avec eux Faim et développement social du Québec, un grand réseau national qui regroupe des groupes et concertations régionales et nationales issus de tous les coins du Québec. Décidés à lutter ensemble pour développer une réelle solidarité alimentaire de société, nous visons rien de moins qu'un revenu de citoyenneté permettant aux plus pauvres d'entre nous de vivre dans la dignité. Proposition dont Guy se faisait le chantre, et un réseau d'états de cantines scolaires pour aider tous nos écoliers à mieux se nourrir. Chose qui n'existe pas présentement, qui existe dans tous les pays d'Europe. Même aux États-Unis, il y a un programme fédéral de dîner pour les enfants. Les États-Unis, pays socialiste bien connu. Considérant que chaque société a le devoir de s'assurer que toute sa population puisse se nourrir. C'est de l'enseignement. C'est Guy qui essaie de leur problème. Oui, Il n'était pas content de la vision des États-Unis. non, c'est ça, il n'a pas été Qui nous a entendus. Considérant que chaque société a le devoir de s'assurer que toute sa population puisse se nourrir sainement, nous avons créé, avec de très grands réseaux comme l'Union des producteurs agricoles, on n'aime pas rien, l'UPA, les grandes centrales syndicales, le mouvement des jardins, Équiterre, le réseau de l'économie sociale et bien d'autres, la Coalition pour la solidarité alimentaire qui vise à faire adopter une convention internationale reconnaissant aux aliments le statut de besoin essentiel avant d'être des marchandises et permettant à chaque pays de nourrir sa population à même ses propres ressources. Mais au-delà de toutes ces réalisations, voilà ce que Guy nous a légué. D'abord, un espoir. L'espoir que l'on peut changer le monde dans lequel nous vivons, si l'on croit assez à nos rêves pour mettre ensemble l'épaule à la roue et travailler ensemble à les construire. Ensuite, une perspective, celle que nous pouvons y arriver si nous puisons notre force dans celle des gens dont nous épousons les besoins et les aspirations, et si nous leur laissons la place pour les exprimer et y travailler. Enfin, il nous a laissé en héritage un défi, celui de continuer son œuvre en s'inspirant de sa vision, de ses écrits et même de sa présence. Car en fait, mon cher Guy, tu demeures avec nous, dans nos cœurs,
dans nos pensées et dans notre démarche vers l'accomplissement de cette utopie qui t'était si chère. Je vous remercie. Merci Jean-Paul. Vous avez vraiment fait toute la chaîne de réalisations qui ont même succédé après Guy Périman dans ce domaine de la femme qui est parfois caché ou n'est pas assumé comme une réalité brûlante de nos sociétés contemporaines. Et je pense que quand on a écouté la musique, c'était pour dire qu'il était d'accord avec vous. J'en suis sûr de ça. La prochaine personne à intervenir sera Janelle Bouffard. Elle a été la fondatrice et directrice du Carrefour Alimentation et Partage Saint-Barnabé de 1991 à 2014. Elle a été aussi impliquée dans le domaine de la pastorale sociale. Et je pense que dans ce domaine, elle a eu le temps, des moments de partage avec Guy, qui en était une source inspiratrice. Et c'est dans ce sens qu'on a demandé son intervention, surtout en essayant de voir comment Guy intègre la dimension sociale dans sa pratique pastorale. Disons, et comment ça peut continuer à être pertinent actuellement. Alors, à votre tour. Alors, bonsoir. Comme vous pouvez voir, on est parti de grandes idéologies, des grands principes que porte Guy, et puis là, on s'en va de plus en plus terrain. Moi, je suis une praticienne, alors je vais vous emmener sur le terrain. C'est sûr que ça m'a touché beaucoup de pouvoir venir rendre ce témoignage-là pour le travail que Guy a fait au fil des années. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, moi, si j'ai accepté, c'est parce que je me considère comme une citoyenne engagée socialement, mais aussi comme une chrétienne responsable et solidaire de la mission ecclésiale qui vise la construction et l'actualisation du royaume de Dieu dans notre monde, dans notre temps. Et c'est probablement l'héritage que Guy Paiement m'a permis de consolider dans ma vie de citoyenne et de chrétienne. Je vais noter deux aspects dans ce que je vais vous apporter. Tout d'abord, tout ce qui tourne autour du carrefour justice et foi. Parce que ça, c'est loin, là, dans l'histoire, une trentaine d'années. Et vous allez voir pourquoi après. Puis l'autre volet, c'est beaucoup plus comment il a été un acteur essentiel dans mon évolution comme femme engagée en Église. Alors, au Carrefour Justice et Foi, il y a une trentaine d'années, dans le plateau Mont-Royal, il y avait des croyants, des chrétiennes qui se réunissaient régulièrement, et vous êtes conscients que c'est Guy qui rassemblait, et ces gens-là essayaient de donner des pieds et des mains à leur foi dans un engagement social. Ils voulaient regarder les enjeux dans leur milieu. Je me souviens d'avoir entendu parler qu'ils avaient participé, ils s'étaient solidarisés pour aller prendre parole lors des assemblées générales de la Caisse populaire. Ils ont posé plein de petits gestes sociaux. Pas parce que j'ai jamais vécu sur le plateau Mont-Royal, mais on a tellement partagé, puis c'était des fiertés de Guy de rappeler ces petites actions-là, les petits gestes que les gens posaient pour changer des choses là où il y avait les pieds. Ça, c'était inspirant. Le Carrefour Justice et Foi, ça a été peut-être le prédécesseur de tout ce qui s'appelle la pastorale sociale au diocèse de Montréal. Ça a commencé dans ce petit noyau-là du plateau Mont-Royal. C'était dans votre maison, sur la rue Sherbrooke. Les bureaux étaient là, les locaux étaient là, les rencontres se faisaient là. Alors, ça a été prédécesseur de tout ce qui peut ouvrir les portes à la pastorale sociale. Et après ça, on voyait des individus qui faisaient de la pastorale sociale, mais regroupés, articulés, comme ça l'est maintenant, c'était loin de là. Alors, c'était beaucoup ce travail-là qui a fait en sorte qu'à un moment donné, Guy, on l'a présenté à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui a besoin des réseaux, qui a besoin de rassembler, c'est un leader rassembleur, on dirait maintenant. Alors, il a senti le besoin de proposer des rencontres à travers toute l'île de Montréal pour les gens qui voulaient s'engager
de leur foi, qui voulaient réfléchir sur des thématiques et qui voulaient vivre des journées de ressourcement. Alors, on a participé, quelques-uns d'entre nous, à des journées de ressourcement. Puis, ça s'appelait des carrefours, je sais c'est quoi, qui est organisé par le carrefour du plateau Mont-Royal, mais qui graduellement s'est adjoint des gens qui avaient le désir de préparer ces rencontres-là. Et ça devenait des rendez-vous annuels. Et ces rendez-vous-là étaient importants, parce qu'il n'y avait pas d'autre lieu qui nous permettait de se dire, comme chrétiens, chrétiennes, engagés au nom de leur foi dans la transformation sociale. Et comme on a vu à travers les petites présentations tout à l'heure, à quel point Guy, c'est un homme coloré. C'est un homme qui avait beaucoup de créativité, d'imagination, et qui avait toujours un souci d'éducation populaire. Ça, c'était sa marotte. Il voulait être proche des personnes vulnérables, des personnes en situation de pauvreté, mais il voulait que les gens le comprennent. Il voulait que les gens saisissent le message. C'était une préoccupation constante, rendre accessible le message. Que ce message-là soit social, soit ecclésial, soit biblique, il fallait que ce soit compréhensible des gens moins scolarisés, moins instruits. Et à cet égard-là, il était vraiment à sa place au Centre Saint-Pierre. Et c'était pas pour rien que ses locaux, son bureau était ici. Puis ça lui permettait de s'alimenter avec d'autres services. Ces petites vidéos-là qui ont été réalisées, c'est beaucoup grâce à des collaborations de secteurs de vidéos qui étaient présents à l'époque et qui acceptaient d'adhérer à ces utopies, rêves, à ces folies, entre guillemets, qui n'étaient pas des folies finalement, mais qui permettaient de concrétiser la parole de Dieu, les messages sociaux. Alors, tous ces éléments-là ont fait en sorte qu'à un moment donné, la pastorale sociale, on s'en est parlé de plus en plus à Montréal. Je ne peux pas parler ailleurs parce que je présente plus à Montréal. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça a soutenu les personnes qui ils voulaient contrebalancer, contrecarrer le discours qui était plus dominant à cette époque-là, parce qu'on disait faire de la justice sociale dans l'Église, c'était pas la place parce qu'on faisait de la politique, et que c'était pas la place dans l'Église pour faire de la politique. Et ça, Guy le contrebalançait, le contrecarrait, ce message-là, mais quand tu es débutant en pastoral social, en tout cas, moi je me revois dans mes débuts, je n'avais pas été formée à ça vraiment. On avait besoin de leaders, on avait besoin d'être boostés, dynamisés, encouragés, soutenus. Et ça a été beaucoup la contribution de Guy Paiement, en tout cas dans l'émergence d'une pastorale sociale à l'intérieur du diocèse de Montréal. C'est pas lui qui a pris la relève après, mais on a été longtemps, les agents de pastorale sociale dans le diocèse de Montréal, à s'associer à l'événement rassembleur annuel du Carrefour de la justice sociale pour justement porter cette préoccupation-là, puis former des leaders dans des milieux différents. Alors, c'est un volet pour moi qui a été fondamental dans mon évolution, dans le développement de ma croissance spirituelle, ecclésiale, ancrée dans un souci de transformation sociale. Ensuite, je vais vous parler de l'autre volet parce que moi j'ai travaillé beaucoup d'années, 17 ans en paroisse. Et quand on est plus jeune, en tout cas, on se sent moins solide, hein? Puis, il faut aussi se dire que, en plus d'être plus jeune, en plus d'être travailler en église, dans un milieu d'hommes, je n'étais ni prêtre, ni religieuse, je n'étais qu'une simple laïque. Et là, on porte des valeurs et des préoccupations, on veut les faire avancer, mais on a besoin d'être soutenu. Et dans ce sens-là, moi, si Guy le fait avec moi, il a dû le faire avec d'autres.
je suis venue régulièrement rencontrer. Moi, j'avais 2 personnes importantes, 2 poteaux importants dans mon engagement en paroisse. C'était Rémi Parent, pour toute la communauté, la dimension communautaire, et c'était Guy Paiement pour tout le développement de l'engagement social. Alors, c'est à ces 2 écoles-là que j'ai été façonnée pour être un agent pastoral en paroisse. J'ai appris énormément de Guy et il m'a permis finalement d'articuler dans un milieu paroissial une approche de justice sociale parce que c'était pas gagné, ça n'allait pas de soi. Dans notre quartier, il y avait eu avant, on refusait d'avoir un agent de pastorat social parce qu'on disait que la personne qui avait été le premier à porter ce dossier-là avait été trop dérangeant et on ne voulait plus avoir d'agent de pastoral social. Alors, moi, je n'ai pas été en pastoral social dans Hochelaga-Maisonneuve, j'ai été agent de pastoral social dans le quartier Centre-Sud, parce qu'on n'en voulait pas dans Hochelaga-Maisonneuve. Dieu sait s'il y en avait besoin. Mais on a pu le faire pareil à l'intérieur d'une communauté chrétienne qui a accepté de relever ce défi-là. Et ça a été pour moi, grâce à la contribution, au soutien, à l'analyse et au conseil que Guy Paiement a pu m'apporter. Alors, vous vous rappelez de la roulotte, hein, avec ses 4 roues. Moi, je pense qu'elle n'est même pas encore dépassée, cette roulotte-là. Il y en a un, il n'y en a pas beaucoup de roulottes, hein. Puis encore nos véhicules, encore 4 roues, hein? Même les triporteurs sont rendus à des quadriporteurs. Ça prend 4 roues, ça fonctionne mieux. Ben, moi, j'ai appris que, puis j'ai essayé de communiquer dans mon engagement pastoral, et je suis encore active à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, ici actuellement, comme responsable de la pastorale, et on ramène cette préoccupation-là de tenir en équilibre pour une personne, une chrétienne en santé, comme pour une communauté de base en santé, comme pour une communauté chrétienne en santé, il ne peut pas manquer une roue. S'il en manque une, on va carrer, hein? On n'est pas capable d'affronter les obstacles, on va chavirer. Alors, comment on peut nourrir notre foi, nourrir notre vie fraternelle, communautaire, comment on peut célébrer notre foi, puis comment on peut s'engager à la transformation sociale. Et pour moi, cet héritage de Guy est fondamental, puis il va demeurer, il est encore actuel maintenant, puis je pense qu'il va l'être encore longtemps, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ces volets-là dans une vie chrétienne saine. Alors, pour conclure, moi, je veux juste vous dire que c'est sûr que j'ai côtoyé Guy aussi au niveau de l'alimentation, parce que j'ai travaillé en alimentation. Je l'ai côtoyé au niveau de ma foi, au niveau de mon engagement social. On n'était pas toujours d'accord. On a eu des bonnes conversations, des bonnes choses. On a eu des accrochages, des divergences d'opinion. Mais ce que j'appréciais de Guy, c'est qu'on pouvait, même si on ne pensait pas pareil, on pouvait se parler, puis on pouvait avancer. Puis on essayait toujours de trouver des terrains d'entente. Parce que, tu sais, c'est un être humain aussi. Hein? Et quand on est né en relation interpersonnelle avec des humains, on se heurte des fois. Mais j'ai apprécié sa capacité à faire en sorte qu'on ne soit pas toujours buté à une idée, mais qu'il soit capable d'être en dialogue avec nous. Et en tout cas, c'est avec admiration aujourd'hui que je peux vous dire que je salue cet homme, ce grand prophète de chez nous, dans notre monde, dans notre temps, dans notre société, et que je suis chanceuse d'avoir pu le croiser dans ma route. Merci. Merci Janelle, vous nous avez fait très bien comprendre l'importance d'avoir des personnes comme Guy qui peuvent être un soutien au travail qu'on fait. On a toujours besoin d'un soutien extérieur à nous-mêmes pour ne pas se sentir seul, mais aussi parce que
4 jambes tiennent plus fort que 2, parfois dans des situations. Jeter vers l'avant. Oui, alors je suis convaincu que vous nous avez transmis très bien cette dimension de Guy, d'être là, pas seulement comme prophète, mais comme soutien pour ceux qui travaillaient avec lui ou dans des domaines comme lui. Pour conclure, c'est maintenant le tour de Marco Veilleux. Il est actuellement délégué aux questions sociales et adjoint aux communications pour les jésuites du Canada français. Et on a voulu on lui a demandé en fait, qu'il fasse un peu le lien le travail de Guy Peyman avec la spiritualité ignatienne profonde qu'il habitait. Il peut dire quelque part qu'il était, comme beaucoup de jésuites de sa génération, un fils du décret 4 de la Compagnie de Jésus. Alors, Marco, on lui a demandé de caractériser un peu les éléments importants de cette spiritualité, qui ont été ceux qui ont alimenté Guy Peyman, qui se les a appropriés, ils lui ont donné une nourriture, je pense, assez importante dans son parcours social, ecclésial, spirituel et religieux. Marco, à ton tour. Merci. Alors, bonsoir. J'ai connu Guy, je l'ai côtoyé dans les dernières années de sa vie, quand j'étais moi-même au comité de rédaction de la revue Relations, où il était, et aussi aux Journées sociales du Québec. Ça va pour le son? Oui, parfait. Alors, Guy carburait à l'espérance, une espérance têtue, mais surtout une espérance joyeuse et animée de cette candeur qui lui permettait de discerner ces fameuses petites pousses de vie, de même que ce mystérieux souffle à l'œuvre dans l'histoire. D'où cela lui venait-il? En fils d'Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, Guy Peyman avait intégré ce principe directeur de la spiritualité jésuite, voir Dieu en toutes choses et voir toutes choses en Dieu. Il revenait souvent aussi à cette conviction que nous avons à pratiquer en Église un art du discernement de ce qui est en train de naître dans notre société. Pour bien comprendre Guy Peyman, il faut souligner également qu'il était un jésuite typique de la 32e congrégation générale de la Compagnie de Jésus. Qu'est-ce à dire? En 1974-75, sous la gouverne du père Pedro Arrupe, alors préposé général de la Compagnie, 236 jésuites, délégués des 4 coins du monde, se sont rassemblés à Rome pour la 32e congrégation générale à se tenir depuis la fondation de l'ordre par Ignace de Loyola. Instance suprême de gouvernement, ces congrégations générales sont convoquées au besoin, soit pour élire un nouveau préposé général, soit pour débattre d'orientation fondamentale pour la mission de la Compagnie. Alors, la 36e de ces congrégations générales va avoir lieu bientôt en 2016. Les fruits des délibérations de ces congrégations sont chaque fois recueillis dans une collection de documents appelés décrets. C'est dans le décret numéro 4, donc, de la 32e congrégation générale, dont on célèbre cette année le 40e anniversaire, que les jésuites ont actualisé leur mission comme étant le service de la foi, dont la promotion de la justice constitue une exigence absolue. Plusieurs jésuites de cette époque, dont Guy Peyman, ont été profondément marqués par cette option et ont voulu l'incarner en profondeur. Comment donc caractériser cet esprit jésuite typique du décret 4? Ce fameux décret est intitulé « Notre mission aujourd'hui, service de la foi et promotion de la justice ». On y retrouve l'invitation, qui sera constamment reprise par la suite dans les documents de la Compagnie de Jésus, à vivre une proximité effective et affective avec les pauvres et les exclus. Le décret précise que cette insertion plus résolue dans la vie et la réalité des pauvres est une condition nécessaire de l'apostolat social jésuite et du combat pour la justice. Si la volonté de transformation des structures sociales est essentielle, ceci ne dispense jamais de travailler directement auprès des personnes elles-mêmes, de celles qui sont les victimes de l'injustice des structures. Selon ce document officiel de la Compagnie de Jésus, la proximité réelle avec les pauvres n'est donc pas un choix facultatif,
ou une option parmi d'autres dans l'œuvre de promotion de la justice. Au contraire, elle y est plutôt définie comme étant l'origine et la finalité même de l'apostolat social jésuite. Et cela pour la simple et bonne raison que cette relation concrète avec des personnes en situation de pauvreté est le lieu par excellence d'articulation et de vérification du rapport théorie-pratique dans l'engagement pour la justice. Sinon, l'option pour les pauvres et la dénonciation des structures risquent de devenir des slogans creux ou, pire encore, des imprécations purement idéologiques qui ne transforment absolument rien dans le réel. Voilà un critère d'évaluation de nos pratiques, il me semble. Qu'est-ce que nous transformons véritablement dans le réel? Comme l'écrivait Guy Paiement, le test est ainsi facile à faire que celui ou celle qui prône la promotion d'une valeur vraiment humaine parle aussi des pieds qui feront marcher celle-ci ailleurs que dans sa tête. Et les pieds, ce sont ici ceux des personnes qui sont prêtes à porter ensemble cette belle valeur dans une action concrète. Sans une telle traduction, les discours sur les valeurs ou sur la foi ont toutes les chances d'être de l'exploration verbale ou de la mystification. Fin de la citation. Convaincu à la suite de Saint Jean Chrysostome que le pauvre est un docteur universel, dressé devant nous pour nous faire entrer dans la vérité et la vie, notre jésuite voyait dans ce qu'il appelait la conspiration de la bonne nouvelle, l'invitation à être avec les pauvres pour changer la réalité, pour anticiper déjà ce qui est possible. Pour lui, il s'agissait véritablement d'une bonne nouvelle à faire, une bonne nouvelle à faire à travers une jeunesse réciproque. Guy écrivait: « L'exigence chrétienne se trouve ici dans la nécessité de passer de la tendance à posséder son présent et son avenir à celle de les partager avec les autres, et en particulier avec ceux et celles qui sont oubliés sur le bord du chemin. Passer de la peur de perdre et d'être pris au risque de perdre, de s'abandonner et de partager. » Fin de la citation. L'exigence de proximité réelle avec des exclus et des laissés pour compte, comme manière d'incarner l'option pour les pauvres dans la compagnie de Jésus, et plus largement dans la tradition chrétienne, Guy Paiement en parlait comme d'une éthique de la responsabilité qui devient une éthique de l'alliance. Yvonne nous l'a rappelé. Posture radicale qui implique de se faire ami des pauvres, pauvres avec les pauvres, et d'entrer avec eux dans le mystère du mal, de l'impuissance et de la fragilité. L'humanité à défendre, écrivait Guy, n'est pas simplement celle des autres, mais une humanité qui est aussi la mienne et qui nous est commune. D'où la souffrance qu'un tel engagement engendre, car il s'agit de faire sien l'éclatement des repères, l'effritement douloureux des réseaux de solidarité, l'impuissance devant les structures qui programment la vie quotidienne, le désespoir devant l'impossibilité d'être entendu. Fin de la citation. De toute ma vie, je n'ai trouvé aucune représentation plus simple, plus belle et plus profonde de cet enjeu de la proximité réelle avec les pauvres que cette fameuse parabole de Guy sur la sortie de table. Notre jésuite reprenait très souvent cette parabole. Elle illustre parfaitement comment la décision d'entrer dans la proximité avec l'expérience des exclus et de prendre le risque de l'immersion dans leur réalité est un déplacement radical et un renversement total. Il ne s'agit plus de se payer de mots, de briller par son analyse et de débattre de points de vue idéologiques au nom des pauvres, tout en restant bien confortablement assis autour de la table. Il s'agit plutôt d'une conversion qui est une kénose. Passer de la parole aux actes, de la solidité des idées abstraites à la fragilité du geste concret, de la théorie à la pratique, de l'imaginaire à l'incarnation. Et ce n'est qu'alors, par ce changement de posture, en prenant le point de vue et la position du tiers, que pourront s'initier de véritables processus de transformation des liens sociaux et de recomposition du politique. Je cite Guy. « Sortez de table
Mettez-vous à la place de la personne qui n'y est pas. Vous verrez alors que du neuf est possible et qu'il faut faire de la place, à table, à la personne qui en est exclue. Si vous le faites, il faudra bien distribuer la soupe autrement, distribuer le pouvoir autrement, distribuer le savoir de telle sorte qu'il tienne compte du savoir de tout le monde. Votre pouvoir deviendra service, non une domination, pour maintenir vos privilèges. Fin de la citation. Comment actualiser cet héritage de Guy aujourd'hui? Et plus largement, comment actualiser cet héritage de l'engagement social des mouvements chrétiens au Québec? Voilà notre défi. Face à ce défi, une erreur, selon moi, serait de vouloir garder, en tout cas à tout prix, le fil de cet héritage. Un fil, en effet, c'est souvent une entrave, quelque chose dans lequel on se barre les pieds et on s'en fâche. Guy n'était pas un conservateur. Il ne nous demanderait pas de conserver des fils qui risquent de devenir des nœuds. Il ne s'agit donc pas de tenir le fil de ce qu'a incarné la figure emblématique d'un Guy Paiement, mais bien plutôt de reprendre son geste, ce qui n'est pas la même chose. Être fidèle à la tradition d'engagement social des chrétiens au Québec, ce n'est pas répéter les mêmes discours, perpétuer absolument les mêmes organisations, reconduire les mêmes modes d'action. La fidélité n'est pas dans les contenus, les structures, les postures d'analyse. La fidélité doit être dans le geste, dans une manière de procéder, dans un faire à notre tour. Il faut souvent oser couper le fil qui nous retient à un héritage, à une tradition, pour se donner la liberté et la créativité d'en reprendre le mouvement, le geste, l'intuition pour aujourd'hui. C'est cela la véritable fidélité à une tradition. De nos jours, lorsque nous regardons l'état des lieux dans l'Église et la société québécoise, nous pouvons éprouver un sentiment de fragilité, de déroute, d'effondrement. Dans ce contexte, ma question pour nous ce soir est: comment allons-nous reprendre le meilleur de cette tradition à sa racine et l'actualiser? Ou, pour formuler cette question autrement et la déplier, que pourrait être un mode de présence d'une foi engagée socialement dans notre société actuelle? Comment trouver des pratiques et des postures d'analyse à la hauteur de la nouvelle conjoncture sociale, ecclésiale et culturelle dans laquelle nous baignons? Bref, que sera le catholicisme social des années 2015 dans l'Église de François, dans un catholicisme québécois humble et pauvre, et dans le Québec, largement postmoderne, post-chrétien et post-nationaliste, qui est le nôtre? Je reprends ici les mots de Guy que j'ai cités tout à l'heure. Il s'agit de faire sien l'éclatement des repères, l'effritement douloureux des réseaux de solidarité, l'impuissance devant les structures qui programment la vie quotidienne, le désespoir devant l'impossibilité d'être entendu. C'est en acceptant d'être plongé dans la profondeur, la souffrance et la désolation de cette expérience-là, me semble-t-il, que nous pourrons, peut-être, ouvrir les yeux et les oreilles et reprendre ce geste évangélique par excellence que constitue le discernement des signes des temps. Geste qui a été le moteur d'un Guy Paiement et de tant d'autres. Geste qui nous sera enseigné par notre proximité réelle et renouvelée avec les pauvres, nos maîtres. Où sont nos liens aujourd'hui avec des pauvres? Comme le disait Guy, être avec les pauvres pour changer la réalité, pour anticiper déjà ce qui est possible. Ce qui nous fera passer, je cite encore Guy, de la peur de perdre le fil, et d'être pris, au risque de s'abandonner et de partager. Si nous avions à reprendre le geste d'un Guy Paiement, qui a cherché toute sa vie à accompagner les joies et les espoirs
les tristesses et les angoisses des Québécois et des Québécoises de ce temps, des pauvres surtout. Comment ferions-nous cela aujourd'hui? C'est la seule et véritable question qui compte. Le reste est de l'ordre des moyens. Nous sommes conviés à descendre jusqu'à la radicalité du geste prophétique qui était celui de Guy. Cela va nécessairement nous déplacer, nous décentrer, nous conduire à cette périphérie dont nous parle si souvent le pape jésuite François. Nous risquons alors, mais c'est un beau risque, de nous retrouver en compagnie des pauvres, ce qui veut dire en compagnie de Jésus. Et de là s'ouvrira, j'en ai l'espérance, de nouveaux chemins, des chemins d'Emmaüs, comme nous parlait souvent Guy, pour recommencer à marcher ensemble dans le monde de ce temps et refaire alliance autrement avec les assoiffés de justice et les artisans et artisanes de paix. Je vous remercie de votre attention.